Bonjour Alizé, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer où tu enseignes et comment tu en es arrivé là. Et puis j'espère que tu pourras nous donner plein d'astuces et de bons conseils pour suivre tes pas. Alors raconte-nous un petit peu déjà où tu es actuellement et quel poste tu occupes, qu'est-ce que tu as fait juste avant. Alors déjà, merci pour l'invitation à partager ce moment. Donc là, je suis actuellement en Guadeloupe. J'ai obtenu un poste à l'UFR STAPS de Guadeloupe. Donc je suis depuis septembre 2022. C'est ma toute première rentrée à ce poste. Donc voilà, un poste orienté préparation concours pour CAPEPS et également spécialité athlétisme, qui est ma pratique de prédilection. D'accord. Et comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce que tu as l'air assez jeune. Je vais pas te demander ton âge devant tout le monde, mais raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, avant ça, j'étais enseignante dans l'Académie de Paris, enseignante dans un collège, un petit collège REP de l'Académie de Paris, où je suis restée 3 ans. J'avais fait un an de stage également dans l'Académie de Paris. Donc voilà, si on fait des petits calculs, on peut à peu près deviner mon âge. Et, je suis arrivée là parce qu'en fait, j'ai toujours. Alors, j'ai eu une formation, je suis passée par l'École normale supérieure de Rennes, département sciences du sport. Donc, j'ai eu une formation assez variée, diverse, enrichissante, qui m'a poussée à passer l'agrégation, qui m'a préparée à passer l'agrégation, que j'ai obtenue en 2017. Suite à laquelle je me suis dit, alors déjà dans tous les cas, c'est sûr, je voulais aller sur le terrain, je voulais me confronter aux élèves, je voulais voir ce que c'était de tous ces aspects théoriques qu'on avait vus lors de l'année de l'agrégation, je voulais voir comment ça se mettait en pratique ou pas, quels pouvaient être les obstacles, les freins, les leviers, etc. Mais tout en gardant toujours, parce que j'avais dans l'idée, dans un petit coin de ma tête, d'obtenir un poste dans un UFR STAPS un jour. Alors, dans ma tête, c'était à beaucoup plus long terme que ce qui s'est finalement passé. Mais bon, les opportunités faisant, me voilà partie. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée que j'avais dans la tête. Et du coup, j'ai toujours voulu conserver un pied à la fac en me disant que si je coupais tout, si je faisais que du terrain, si je me coupais des exigences du concours, quand j'allais vouloir me remettre, ça allait être très compliqué. Donc voilà, j'ai toujours gardé un pied à la fac, ouais, au STAPS de Paris notamment, un petit peu Créteil aussi. J'ai aussi gardé un petit peu un pied à l'ENS où j'intervenais sur de la prépa à Greg. Et voilà, donc sur des heures en tant qu'enseignant vacataire pour avoir toujours un peu cette double casquette, enseignante de terrain à temps plein, un prof de PS à temps plein, je faisais mon 100% et des heures en plus pour le bonus à la fac. Oui, on se demande comment tu as réussi à faire tout ça en même temps, mais ça, tu nous le diras dans une autre conversation. Je vais plutôt revenir sur les exigences de l'agrégation. En fait, moi, ce qui me fait écho, enfin, ce qui me surprend dans ce que tu dis, c'est que tu as voulu voir sur le terrain ce qu'on vous enseignait pour préparer l'agrégation. Et nous, dans les autres disciplines, l'agrégation externe, elle est complètement décorrélée du terrain, c'est-à-dire que c'est purement disciplinaire et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, enfin, rien à voir. Ça peut avoir avec ce qu'on fait en cours. Donc, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur ça? Enfin, comment tu l'as vécu cette prépa à Greg et pourquoi ça fait le lien avec le terrain? Peut-être c'est la Ouais, spécificité des épreuves? c'est ça. C'est un peu particulière, alors pour en avoir parlé avec des gens qui passaient la grecque, qui préparaient la grecque externe d'autres disciplines, elle est un peu particulière, celle de PS. Donc, on a deux écrits pour commencer, qui eux sont quand même relativement théoriques, hein. Le lien au terrain est un peu présent, mais surtout absent, on va dire, hein. C'est surtout sur de la connaissance théorique, hein. C'est le principe de l'externe, hein. C'est quand même une connaissance universitaire des champs théoriques du domaine de l'EPS. Par contre, c'est au niveau des épreuves orales, en fait, où finalement, c'est ce qui fait vraiment sa spécificité. Et là, on nous plonge dans des oraux où on nous demande de montrer qu'on est un enseignant d'EPS. Et c'est un petit peu ce qui peut être compliqué lorsqu'on se retrouve dans une prépa comme moi j'ai pu la vivre, où en fait on n'a jamais enseigné.
ou voilà, sur des années de stage, de licence, mais voilà, on n'a jamais été prof en responsabilité dans un établissement. Et on doit prévoir sur l'oral de leçon, voilà, présenter une leçon alors qu'on n'a jamais enseigné cette activité-là à des élèves. On doit, sur le premier oral, proposer tout un projet autour d'un établissement, autour d'une problématique éducative, sachant pareil qu'on n'a jamais été prof en établissement, si ce n'est stagiaire avec un tuteur, donc on n'a pas tout le vécu qu'il y a derrière, on n'a pas toute la connaissance des instances d'un établissement scolaire, de comment ça fonctionne. Et on nous demande vraiment voilà, d'agir, de montrer que l'on peut être un enseignant sur le terrain, alors même qu'on ne l'a jamais vécu. Et comment t'as fait du coup, toi, pour réussir ces épreuves? C'est quoi ta botte secrète? Parce que, alors je Alors, vais juste, avant que tu répondes, je vais revenir sur le rapport du jury. Donc, dans l'agrégation externe, il demande que les candidats soient, donc dans les compétences à démontrer, c'est efficace dans sa classe, donc le candidat qui n'a jamais été en cours, conscient du rôle de sa discipline dans un EPLE, au courant des politiques éducatives actuelles, bon, ok, moteur. Et après, j'ai relevé les quatre critères sur lesquels il se base. Ils disent le candidat doit être cultivé, lucide, engagé et physiquement éduqué. Donc tu vas nous dire ce que toi, comment tu as lu ces critères-là et comment tu t'en es sorti pendant les épreuves de leçon. on va dire que la culture, je pense que ça renvoie vraiment à la partie externe de l'agrégation, externe de tous les concours d'agrégation. C'est cette culture théorique, cette culture scientifique de la discipline qu'il faut acquérir et qui prend, nous, dans le cadre de l'EPS, forcément une petite partie pratique, une petite partie corporelle sur les activités physiques et sportives. Lucide, je dirais que qu'il faut être alors, ça fait lien avec quand tu disais qu'il faut avoir la connaissance des enjeux actuels du système éducatif. Il faut être lucide sur ce qui se passe dans le système scolaire, lucide sur les problèmes qu'on y trouve. Parce qu'ils attendent, c'est pas qu'on présente une leçon incroyable, hyper compliquée à mettre en place, hyper complexe, un truc où on se dit, c'est un petit peu, ça c'est une leçon d'agrégé, c'est vraiment la leçon à 12 000 tiroirs, il y a 12 000 trucs en même temps à faire. Et quand ta leçon t'arrive après dans ton établissement, tu te rends compte qu'en fait, cette leçon-là, elle peut te faire une séquence entière de cours, hein, tellement elle est compliquée à mettre en place. Mais de plus en plus, c'est de moins en moins ça qu'ils attendent. De plus en plus, ça se rapproche vraiment du terrain, d'être vraiment lucide sur ce qu'on a sur le terrain. Par exemple, il y a eu l'ajout de la vidéo sur l'oral de leçon, donc ça montre bien qu'ils veulent vraiment que tu prennes en considération des profils d'élèves que tu vois vraiment à la vidéo. Enfin, moi, quand j'ai passé la grecque, on n'avait pas la vidéo sur l'oral de leçon, donc c'était des connaissances purement théoriques, de choses que tu avais apprises, que qu'est-ce qu'un débutant, qu'est-ce qu'un élève débrouillé, qu'est-ce qu'un élève qui a acquis les compétences, et tu ressortais ce que tu avais appris. Là, on te Mhm. demande vraiment de t'adapter à un contexte quand même que tu vois en vidéo, auquel, bien évidemment, tu vas relier des connaissances externes que tu as vues, mais voilà, on t'ancre vraiment dans la peau de l'enseignant de PS et quelque part, finalement, on se rapproche vers l'agrégation interne, un petit Ouais, peu. alors comment tu ferais le lien entre les deux? Donc toi, du coup, tu as passé l'externe, mais tu es aussi au courant des attentes de la grègue interne. Ouais. Donc d'abord, tu n'avais pas répondu à ma question. Comment toi, tu as Ah, fait c'était quoi tes secrets à ton avis? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir la grecque en fait? Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ce serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner? ça va être assez bateau, mais c'est ce que tout le monde dirait, je pense, c'est qu'en fait, moi, je partais avec l'idée que dans tous les cas, il fallait rien regretter. Et je me dis, j'ai un an, alors oui, j'ai le droit de la louper, de la repasser, et encore, hein, il y a une certaine pression de l'échec qui est présente quand tu es en prépa où tu n'as pas forcément le droit de louper quand même. Euh, mais voilà, je me suis dit, faut qu'à la fin, si je l'ai pas, j'ai pas de regret. Il faut que je puisse me dire, bah, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais, j'ai tout donné. Alors, je ne l'ai pas forcément mise en œuvre de la bonne manière, hein, je pense, hein, parce que j'étais de ce genre de personne à travailler dès la première minute après son réveil jusqu'à la dernière minute avant de s'endormir. Ce qui, avec du recul maintenant, je pense, n'est pas la bonne solution. Le repos, le fait de couper, etc., c'est important aussi. Ça permet que les choses maturent dans son inconscient pour ensuite y revenir l'esprit plus frais. Ouais, je suis Mais d'accord.
Mais voilà, c'était vraiment l'idée de me dire j'ai tout fait pour, j'ai tout fait pour, j'ai tout donné pour. Et voilà, c'est passé, c'est passé. Mais si ça n'était pas passé, voilà, j'aurais pas pu avoir beaucoup de regrets sur ce que j'avais fourni comme travail. Ok. C'est que ça n'aurait pas forcément été le moment. C'est marrant que tu commences par dire c'est un conseil un peu bateau que tout le monde aurait donné parce que c'est pas du... Moi, je trouve pas ça du tout bateau et je n'aurais pas forcément donné celui-ci. Donc, c'est marrant comme quoi on peut avoir une perception de soi. Moi, le conseil que je donne et qui est la clé du succès pour moi, c'est vraiment la régularité. C'est-à-dire que tous les jours, faire un petit quelque chose. C'est pas grave si c'est pas grand-chose. C'est vraiment ça qui fait qu'on coupe pas le moteur. En fait, pour moi, c'est vraiment ça le truc. C'est ne pas couper le moteur. Je pense que c'est vraiment la clé du succès dans ces C'est concours. vrai. C'est Mais il y sûr que a... je suis d'accord. Après, c'est vrai que du coup, moi, j'avais un contexte qui me poussait à ne jamais pouvoir couper. En fait, comme j'étais en prépa à 100%, je n'avais pas de métier à côté, j'avais pas de vie de famille, je n'avais rien, je n'avais que la prépa. J'avais un coloc et un chat, c'est tout. Et du coup, tu es forcé d'être dans cette régularité. En fait, tu ne peux pas couper. Tu vas en cours tous les jours, donc tu ne peux pas couper. Ce n'est pas en effet la même chose si tu suis une préparation, que ce soit externe ou pour l'interne, mais Mhm. où tu as ton boulot d'enseignant à côté, tu as d'autres obligations familiales ou autres qui, en effet, peuvent t'amener à couper plus régulièrement. Et alors, pour ceux qui passent l'externe, comment est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil justement pour se mettre dans la peau d'un enseignant, sachant qu'ils n'ont pas été vraiment sur le terrain? Alors, alors c'est vrai que après, ça dépend des possibilités. Nous, on avait quand même des stages d'observation. Donc, on pouvait aller voir des enseignants. Et je pense que c'est comme c'est en discutant en fait avec des enseignants qu'on se rend compte des problématiques du terrain, de ce qui se passe et qu'on devient du coup un peu plus lucide sur ce qui peut se passer. Parce qu'en fait, si on reste la tête dans ses livres, on visualise pas ce que c'est un élève, comment réagit un élève, ce que c'est que la relation enseignant-élève, tout ça, on peut pas le. Si tu le vis pas, si au moins tu ne le vois pas, et encore mieux si tu peux le vivre, tu peux pas l'apprendre en fait. C'est pas quelque chose que tu apprends dans un livre. Mm. Euh, et c'est comme ça, enfin, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait vécu avec ces petits moments de stage où on pouvait être en établissement et voilà, et c'était vraiment prendre le maximum de ces stages pour questionner l'enseignant de PS. On est allé voir les chefs d'établissement, savoir comment ça se passe. On est allé voir des conseils de classe. Voilà, pour essayer de comprendre, sans pour autant être pleinement plongé dedans, comment fonctionne Ouais, mais pour pouvoir l'établissement. justifier, parce que en fait, moi, ce que j'ai compris et ce que je donnerais comme stratégie, c'est que à chaque fois qu'on propose un élément dans la leçon, ou enfin dans ce qu'on fait, d'expliquer en quoi, et puis on démontre un des points. Par exemple, en quoi est-ce que ça nous place, ça remet ça montre qu'on est conscient du rôle de sa discipline dans un EPLE, par exemple. En fait, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, se dire dans quelle case de leurs critères, entre guillemets, ça peut rentrer et quitte à carrément le dire verbalement, ben voilà, parce que là, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est exactement ça. En fait, de toute façon, les rapports de jury, c'est vraiment La Bible. le pool dans lequel il faut se fondre. Si on a compris le rapport de jury, on a compris les enjeux de l'épreuve. Et un des conseils du coup que je donnerais et que je donne à mes étudiants au CAPEPS, c'est que le rapport de jury, je le lis déjà quand il sort. Et 3 semaines plus tard, j'y reviens et je le relis. Déjà, je vais le lire une deuxième fois, j'en aurai pas la même lecture. Et 2 mois plus tard, j'y reviens et je le relis encore. Et tout ce que j'ai pu voir en cours, en formation, va peut-être résonner autrement quand je vais le relire, Mm. et ainsi de suite. Pour vraiment s'en imprégner, parce que ça donne vraiment le cadre de ce qu'ils attendent, clairement. Et si, ouais, il y a tous les enjeux de l'épreuve qui sont compris dedans. Mais ça, Ouais, je sais, c'est que ça le temps. paraît. En fait, les candidats, ils ont l'impression de crouler sous la masse de connaissances et ils vont aller chercher partout pour accumuler Mm, et peut-être pas passer assez de temps sur l'essentiel. Et je suis assez d'accord mm, avec toi que le rapport du jury, c'est la Bible, quoi, c'est l'essentiel. Une fois qu'on l'a compris, on peut mieux aller chercher les connaissances pour complémenter, enfin, pour agrémenter mm. ce qu'on a déjà.
Donc, C'est exactement ça. bon, ok, donc on est raccord sur ça. En fait, en quoi l'agrègue interne, elle est différente de l'agrègue externe et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour la travailler? Pour moi, c'est vraiment alors c'est pas une remise en question, mais c'est se questionner sur sa profession, l'agrégat interne. En fait, c'est t'amener à se questionner sur ce que tu proposes en tant qu'enseignant, forcément une perspective d'évolution. Je dirais évolution, je dirais pas amélioration, parce que c'est pas parce qu'on est agrégé, qu'on est certifié, qu'on s'améliore forcément, mais une perspective d'évolution, se questionner sur ce qu'on fait, ce qu'on propose, et c'est toujours au regard, bien évidemment, de grandes problématiques scolaires et éducatives, mais c'est vraiment plus ancré dans l'instant éducatif, dans l'instant pédagogique, l'agrégation interne, que ce soit au niveau des écrits et encore plus au niveau des oraux. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de problématiques ou de comment toi tu l'expliques, même si c'est aux étudiants du CAPES? Je suis sûre qu'il y a des liens entre des problématiques que tu soulèves avec les étudiants et celles sur quoi ils peuvent plancher pendant les écrits de l'agrégation. Ah, mais de toute façon, il y en a plein. Il y a tout ce qui est question de prise en compte de la diversité des élèves. Ça pose question au quotidien dans un enseignant, dans son enseignement. Tout ce qui va être différenciation pédagogique, prise en compte de la diversité, des diversités de niveau, des diversités garçons-filles, des diversités sociales, enfin tout ce qui peut exister. Et ça, Mhm. finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des épreuves, que ce soit l'écrit plutôt historique. La question, elle se pose tout le temps sur comment ça évolue, ça a été fait pour tout le monde pareil en même temps, est-ce que c'était égalitaire, pas égalitaire, équitable ou pas. Mm. Sur un écrit plus pédagogique didactique, c'est la question de fond également, c'est comment faire réussir tous les élèves. Donc Mm. par tous les élèves, on entend chacun des élèves dans sa diversité également. Et sur les oraux, c'est pareil, quand on présente la leçon, le but c'est que tous les élèves apprennent et que chaque élève apprenne à son rythme. Donc la question, elle est là, elle est sous-jacente. Et c'est la grande question, ce que je leur dis, moi, qui est présente partout. Et une fois D'accord. qu'on a ciblé ce problème, on peut répondre à plein d'autres thématiques transversales. Donc, à l'oral, on teste aussi vos compétences. Il faut être physiquement éduqué, je crois. Oui. Je ne sais pas combien ça représente de la note, mais est-ce qu'il y a besoin de juste faire une performance ou est-ce que autre chose, enfin, faut s'entraîner pour ça ou qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est un peu différent selon les concours, parce que je sais que sur l'externe et l'interne, sur cette épreuve, c'est pas exactement la même chose. Mais dans tous les cas, on va être physiquement éduqué, alors, même au-delà de l'épreuve de pratique. Moi, je le comprends dans le fait que, alors déjà, on va être un enseignant d'éducation physique, donc ça fait partie de notre métier, ça fait partie des compétences qu'on doit acquérir d'être physiquement éduqué. Mais même pour vivre ce concours, il faut être physiquement éduqué. C'est une compétition sportive, c'est un marathon. Et si je suis pas physiquement éduquée, je vais m'arrêter avant la ligne d'arrivée, hein, c'est sûr. Et du coup, faut se ménager quand même, malgré tout. Et ça, c'est prendre conscience de soi, de ses compétences, de ses connaissances, de quand j'ai besoin de me reposer, de quand je dois mettre un coup de collier, etc. Et ça rentre déjà dans ce physiquement éduqué. Ouais, Après, si on prend exactement l'épreuve pratique en tant que telle, alors c'est un peu différent sur l'externe et l'interne. Sur l'externe, on attend vraiment la meilleure performance possible dans la spécialité qu'on a pu choisir. Donc, mhm. ça faut s'entraîner toute l'année. Et ensuite, on a un oral au regard de la performance qu'on a fournie. Donc, sur notre propre pratique, mais en tant que pratiquant de spécialité, pas en tant que. C'est pas comme si on était un élève ou comme enseignant spécialement. Donc Ok. là, on est vraiment sur la pratique sportive. Et à l'interne, c'est un petit peu différent. Alors, il faut quand même s'entraîner, parce qu'il y a une partie de la note qui est quand même sur la performance sportive en quelque sorte. Il faut quand même présenter son meilleur niveau. Par contre, après, on est sur un questionnement sur les adaptations pédagogiques et didactiques de ce qu'on a proposé lors de la pratique. Parce qu'il y a souvent des candidats qui me disent, je ne sais pas quoi choisir comme spécialité. Moi non plus. Donc, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment les aider parce que je ne sais pas à quel point.
la performance, est-ce qu'il faut choisir la discipline où on est le meilleur ou celle où on se sent le plus à l'aise pour argumenter derrière, en fait? C'est ça la question. Alors, je dirais que c'est plutôt celle où on se sent le plus à l'aise pour argumenter derrière. Ok. Faut savoir, alors, sur l'interne, ils sont un peu plus ouverts, les choix de pratique. À l'externe, ils sont très, très restreints. Donc, tu as beaucoup de chance si tu as ta spécialité sportive, mais il y a beaucoup de chances que tu n'aies pas ta vraie spécialité sportive, surtout. Parce que ça change chaque année? Alors, tous les 1 an ou 2 ans, il y a une activité qui change généralement. Et souvent, à l'externe, ils aiment bien mettre des activités qui ne sont pas trop enseignées en établissement pour justement ouvrir les futurs candidats à ces activités, qui se les emparent et ensuite qui puissent les transposer dans leur activité d'enseignant. Cas Ah. typique, moi, j'ai pris, c'était la première année que ça apparaissait, la spécialité STEP. Mhm. Et du coup, après, je suis arrivée au collège et j'ai ouvert l'association sportive STEP, etc. Oui, donc tu Donc, as fait le lien, tu as fait exactement ce qu'ils attendaient des, c'est des exactement ce qu'ils filles. attendaient. J'ai Tout bien. parfaitement rentré dans le moule. Mais voilà. Et du coup, le choix, après, je trouve qu'il faut aussi le faire par rapport, il faut être un peu stratégique. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui est vraiment ma spécialité. Alors déjà, dans lequel je me sens le plus à l'aise. Et ensuite, peut-être dans lequel il y a le moins de connaissances, de choses à comprendre, à s'approprier. Hmm. Par exemple, nous, le STEP, c'était une activité relativement récente. Il y avait un seul livre qui était écrit sur le sujet. Il n'y avait pas d'études scientifiques. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de technique particulière codifiée. Donc, ça enlève tout un pan de l'activité à connaître. C'est pas la même chose. Par exemple, j'aurais pas du tout choisi tennis de table, où là, il y a une vraie technique. Là, il y a des multitudes d'écrits sur la question. Enfin, et du coup, le Donc tu niveau es de en train de connaissance sur nous cette dire que tu as activité, pris la plus facile là. quelque part, oui. Quelque part, oui. Non, tu as J'ai été clairement pris celle très pour moi, stratégique. dans laquelle il y avait le moins de connaissances peut-être à s'approprier. Après, Ouais, du coup, on part un peu en éclaireur parce que c'était la première année. Donc, ouais. c'est pareil, tu choisis une nouvelle activité, c'est un peu le flou parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont demander. Donc, Hmm. euh, Mais ça peut jouer en ta faveur. ça Parce peut que... jouer en ta faveur. Hmm. Ouais. Ok. Donc, il y a un aspect stratégique, très Donc ça, stratégique. c'était pour répondre à la question comment bien choisir son option, sur quels critères se baser. Ça me paraît tout très bien, tout ça. Je voulais te demander aussi, à ton avis, non, concernant ta propre expérience, sur quoi est-ce que tu as dû mettre le plus l'accent parce que, c'est pas que tu n'avais pas les bases, mais parce que c'était ton point faible peut-être? La gestion des émotions, ma propre gestion d'émotions, C'est ma propre tout au long de l'année ou plutôt tout au pendant long les de l'année. épreuves? Tout au long de l'année. Tout au long de l'année et sur les épreuves. Alors, surtout sur les épreuves orales. Alors, maintenant, je suis enseignante et maintenant, je parle devant des amphis de 200 élèves, mais j'ai été cette personne qui ne passe jamais au tableau et qui peut partir en pleurant parce qu'elle doit passer au tableau. Donc, D'accord. Donc, énorme ça, victoire sur toi-même, là, de passer devant 2 ans étudiants. ah oui, ça, c'était vraiment grosse victoire. Et du coup, la gestion de ces émotions est tout au long de... Il y en a pour qui ça se passe très bien ou qui le refoulent très bien. Je ne sais pas aussi, hein. Il y a des gens qui arrivent à cadenasser tout ça. Ouais. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est mieux quand même de composer avec, hein, parce que c'est aussi savoir s'écouter. Mais c'est vrai que ouais, cette gestion des émotions, entre la pression de passer en concours, entre le fait qu'on te rende une copie que tu pensais avoir bien réussi, et en fait tu te prends une mauvaise note, le fait de devoir présenter ensuite devant des jurys qui vont te questionner avec des questions qui peuvent te mettre en difficulté, Te mais déstabiliser. pourtant tu peux y répondre dans l'instant. C'est aussi quelque chose qu'il faut gérer. Et ouais, c'était pour moi la grosse épreuve dans toutes les épreuves ensuite après qui pouvaient exister déjà et toutes les connaissances à acquérir Oui. et toutes les méthodologies à acquérir. Et Mais comment t'as fait pour... est-ce que t'as fait, je sais pas, de la sophrologie ou t'as fait quelque chose de spécial ou juste tu t'es entraîné? alors, j'ai rien fait de spécial parce que je n'ai pas pris le temps de faire quelque Ouais. chose de spécial, hein. Il faut savoir qu'il y avait des cours de sophrologie qui étaient proposés, nous en prépa. Et, euh, et voilà, têtue comme je pouvais l'être, je me disais que je ne pouvais pas m'accorder le temps de faire ça, que ça me servirait à rien de toute façon et que voilà, fallait y aller, fallait travailler.
Mais après, c'est de l'entraînement, puis en fait, c'est tout bête, hein, mais tu apprends au fur et à mesure aussi à vivre le truc. Hein, mais puis il faut savoir que le jour J, tu le vis pas du tout comme tu as vécu l'année et tous les entraînements que tu as pu faire, en fait. Euh, ma semaine à Vichy, la semaine des oraux, ça a été la meilleure semaine de toute mon année de préparation à la grecque. Je n'ai jamais été aussi détendue que cette semaine-là. Donc, Et on ne sait c'est pas quelque pourquoi. chose qui se construit au fur et à mesure, mais je ne suis incapable de l'expliquer. Mon dernier oral blanc, je n'ai même pas pu le faire. J'ai fondu en larmes, crise d'angoisse avant même de commencer à parler. Donc, je partais pas sereine aux oraux. Et finalement, enfin, voilà, il y a des choses qui se faut se faire confiance aussi quelque part aussi. Il y a des choses qui se mettent en place au fond de nous, sur lesquelles on ne met pas forcément le doigt tout de suite, en tout cas. Hmm. Mais il y a des choses qui se passent au fond de nous sur une année de préparation à l'agrégation. Et on en sort énormément changé. Ouais, c'est sûr. Mais moi aussi, en fait, moi, si je transpose, ma plus grosse difficulté, c'est que j'avais un accent pourri en anglais, ce qui n'est pas génial pour passer l'agrégation d'anglais. Donc, j'ai travaillé toute l'année sur mon accent et j'ai une amie qui était présente parce qu'on peut avoir des gens qui assistent dans le public Oui. aux épreuves de l'agrégation. Et elle m'a dit que ce jour-là, j'avais une voix d'hôtesse de l'air, que tout allait bien. Donc, je pense que, en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer en tout cas aux candidats, c'est que le stress n'est pas forcément mauvais parce que c'est quand même un peu le jour de l'épreuve, c'est dans cette énergie-là qu'on va taper pour ressortir vraiment le meilleur de nous-mêmes, quelque chose que des fois on savait même pas qu'on avait et qu'on arrive à faire sortir ce jour-là parce que c'est l'épreuve, parce que c'est le jour J, parce qu'il y a ce stress particulier du jour de l'épreuve. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut se faire confiance, il faut s'entraîner, mais il faut aussi se dire qu'on a sûrement des ressources en nous dans lesquelles on peut encore taper, même si on pense être au bout de nos ressources. Donc, Ouais, je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi ta semaine à si, vie. c'est ça. Le corps, c'est comme sur une compétition sportive. En fait, il se conditionne à ne pas faire certaines choses le jour de la compétition sportive. Mm. Euh, enfin, c'est une anecdote vraiment très bête, mais j'éternue souvent. Je suis souvent allergique, j'éternue souvent. Je faisais de l'athlétisme et ma grande hantise, c'était de me dire, je suis dans les starting blocks, on va donner le départ et je vais avoir envie d'éternuer. Mais ce n'est jamais arrivé parce Mhm. que le corps se met dans une condition où il bloque certains aspects et qui du Ouais. coup n'émergent pas à ce moment-là. Et je pense que c'est pareil pour le concours. Hein. Ah, je suis Je n'ai jamais entièrement eu d'accord. envie de pleurer quand on m'a posé une question alors que ça avait pu m'arriver pendant la prépa. C'est marrant, hein. Ouais, je suis totalement d'accord, la mémoire du corps. Dans quel piège tu les vois tomber qui pourraient être, à ton avis, facilement évités s'ils faisaient autrement? Alors le grand piège pour moi dans lequel ils tombent, c'est qu'ils veulent beaucoup de connaissances, mais qu'ils ne savent pas, ils n'arrivent pas, dans un premier temps, à les mobiliser, à s'en servir en fait de ces connaissances. Et, euh, et je les vois arriver sur les écrits blancs, ils ont le droit à leurs documents au début, avec leur ordinateur, avec je ne sais pas combien de polycopiés, de cours, etc. Et se perdre dans un amas de connaissances pour finalement, du coup, réciter des connaissances sans avoir cherché à répondre au sujet, à répondre à la question qui pouvait être posée. Et je trouve que c'est le gros écueil parce qu'on arrive, on est nouveau, on est dans une prépa, on se dit, oh, il y a plein de choses à apprendre, il faut que je sache tout. Et on s'engouffre dans ces connaissances qui sont infinies, clairement, quasiment. Et on en perd en fait du coup ce qui se joue derrière et ce que les jurys attendent de nous, c'est-à-dire la capacité à démontrer une idée, à argumenter, à avoir un esprit critique. Et ça, on peut le faire avec 3 arguments, comme on pourrait le faire bien sûr avec 56 arguments. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est là-dedans qu'ils se perdent et qu'on se perd et que j'ai pu me perdre également au début quand je suis arrivée dans la prépa à Greg où on se dit, mais tout ce qu'il y a à apprendre, je pourrais jamais tout savoir, il faut que je prenne tout, il faut que je prenne tout. Et en fait, non, on peut pas tout prendre. Donc, Ouais, je prends ce qui me parle, je me prends ce que je comprends, que progressivement, peut-être, je vais venir
je vais venir y ajouter d'autres connaissances, parce que celles-là, c'est bon, je les maîtriserai, je les aurai incorporées, etc. Mais tout, tout, c'est pas possible. Ouais. Mais Personne ne c'est peut c'est là où savoir. vraiment tous les concours de l'agrégation se rejoignent. Parce que c'est vraiment le même écueil que je constate dans toutes les autres disciplines. Bon, l'anglais en particulier, puisque c'est la mienne, mais vu que je travaille aussi avec d'autres candidats, d'autres matières, je m'aperçois que c'est vraiment le même écueil dans toutes les disciplines, de vouloir amasser trop de connaissances, mais de ne pas savoir les mobiliser, les articuler, s'en servir. Et d'ailleurs, bah, toujours pour reprendre le rapport du jury d'EPS, ils disent les épreuves du concours évaluent surtout la capacité des candidats à conduire une réflexion critique, à choisir dans leurs connaissances les plus pertinentes pour soutenir leur argumentation. Donc, c'est vraiment, voilà, et ils disent ne pas juxtaposer les connaissances sans les articuler. Donc, je crois que ça, c'est vraiment l'écueil majeur dans toutes les disciplines, c'est de se laisser impressionner par la montagne qui a effectivement, qui est à disposition. Mais moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est que l'agrégation, c'est un puits sans fond. Donc, il faut choisir ce qu'on va apprendre. On ne peut pas tout savoir. Et il faut être capable, à la fin, d'arriver au concours en se disant, je ne sais pas tout et ce n'est pas grave. Et c'est OK. Et je suis quand même prêt ou prête pour passer les épreuves. Et je crois que c'est vraiment cette certitude-là qu'il faut travailler au fil de l'année. C'est ça, Ouais. ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. C'est que l'esprit critique, l'esprit de démonstration primera toujours dans leurs attentes, dans leur bandeau de correction, dans leur manière d'évaluer sur la quantité de connaissances présentes dans la copie. Et comment tu fais alors pour intégrer les citations? Juste une petite question pratique là, parce que je vois beaucoup de citations qui sont, je dirais pas que c'est du plaquage de cours, mais ça fait un peu, Mm. je te mets la citation, mais je t'explique pas pourquoi la citation, elle est pertinente à ce moment-là de la copie. Ouais. Ouais. C'est toujours compliqué, parce que ça fait partie de cette idée de se dire, il faut que je mette une référence, il faut que je mette une citation, il faut que je montre que je sais quelque chose. Et alors d'autant plus, alors je sais que sur des concours internes ou même sur des CAPEPS, c'est un peu moins attendu. Sur une agrég externe, ils les attendent, ces citations, hein. Ça fait partie quand même du corpus de connaissances, de la culture qu'il faut avoir. On est attendu sur certains aspects théoriques. Mais par contre, une citation ne vaut rien toute seule. Enfin, c'est ce que je dis aux étudiants. La citation, si vous me la mettez et que derrière, j'ai pas un pourquoi, j'ai pas un comment, j'ai pas un lien avec un mot du sujet, vous la mettez, vous ne la mettez pas, c'est pareil. Voire même vous la mettez, c'est nuisible pour vous au final parce que c'est balancer, désolé pour le terme, des connaissances sans lien, sans argumentation, sans démonstration. Donc en fait, il faut toujours se dire, je mets ma citation, je l'écris, j'ai le droit de l'écrire, j'ai le droit de donner une citation, ça, il n'y a aucun problème, c'est très bien. Mais par contre, derrière, il faut que j'ai une phrase, deux phrases. En fait, c'est un argument qui va découler derrière sur pourquoi, quel lien au sujet, qu'est-ce que l'auteur explique euh, pour, euh, pour qu'elle soit utile dans la démonstration. Ouais, c'est que des fois, les Ouais. candidats, ils ont l'impression de paraphraser la citation quand ils font ça. Mais il y a Oui. une différence quand même, il faut savoir placer le curseur entre la paraphrase et faire et utiliser cette citation pour vraiment make a point, enfin voilà, faire un bon argument, marquer un point. Donc, ouais, ça, merci parce que c'est vraiment, je pense que ce conseil-là est vraiment utile et c'était utile de le rappeler. Et d'ailleurs, on me demande souvent combien est-ce qu'il faut de citations dans la copie. Et je trouve que c'est une question, c'est impossible de répondre. Enfin, peut-être 3, 9, enfin, j'en sais rien, moi. C'est impossible de répondre et surtout, la qualité d'une copie n'en dépend absolument pas. On a encore eu l'exemple sur le CAPEPS de l'année dernière. Il y avait une copie avec aucune citation qui a eu 20. Waouh, ok. Donc, alors, ça ne veut pas dire que c'est l'exemple, Un c'est un exemple exemple, extrême. un cas extrêmement rare, hein. C'est pas du tout ça qu'il faut suivre. Parce que moi, tout de suite, mes étudiants m'ont dit, ah, mais du coup, il n'y a pas besoin d'apprendre des références. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est qu'on peut mener une démonstration très pertinente et excellente sans forcément se cacher en permanence derrière des auteurs. Ouais, Mais ça ça aide, fait quoi. partie des connaissances culturelles à acquérir et qu'il faut montrer que l'on maîtrise. Et quand on donne une idée, et que si le correcteur
le correcteur, il voit très bien l'idée, si elle est du candidat ou s'il l'a sorti d'un livre, d'un article, parce que c'est toujours les mêmes façons qui reviennent. Donc, on voit très rapidement l'idée d'où elle sort, hein. Donc, donc, si une Oh, fois il le cite pas, génie. deux fois il cite pas, trois fois il cite pas, on se dit, bon, bah là, il a pas appris, quoi. Il n'a pas appris Ok. l'aspect théorique que je lui demande. Ouais. Donc, on Mais peut se dire peut-être une citation par idée forte. oui, oui, oui. Ok. Ça peut partir sur quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que voilà, la copie ne s'évalue pas au kilo de référence qu'il peut y avoir dedans. Ah, c'est bien ça. La copie ne s'évalue pas au kilo de référence qu'il va y avoir dedans. Je vais la mettre en post Instagram. La notation au kilo. Alors, Ok. mais c'est quelque chose qui a été fait hein, de manière ancienne. Si on prend un peu l'historique des épreuves d'agrégation, c'est quelque chose qui a existé à un moment où c'était plus on en Mhm. étalait et plus, voilà, plus on montrait qu'on connaissait des choses. Mais Mais moi, que je trouve que maintenant. c'est quand même plutôt bon signe que les épreuves évoluent. Par exemple, Mm, avec la vidéo, comme tu nous disais, parce que ça veut dire que on s'adapte quand même au terrain. Enfin, il y a plus de liens et même. Donc moi, cette année, je suis à l'INSPE et je prépare les étudiants au CAPES. Et ouais, et les épreuves, elles ont un lien vraiment très étroit maintenant avec le terrain, alors qu'avant, c'était beaucoup moins le cas. Donc c'est plutôt bon signe, je dirais. c'est sûr. Bah, on voit vraiment qu'ils cherchent à recruter des gens qui vont être capables d'enseigner, qui se sont posés les questions sur comment, pourquoi j'enseigne, et pas juste des Hmm. gens qui ont appris. Alors, je pense que là, pour l'interne, déjà, ils partent du principe que tu es Oui, déjà déjà. enseignant. Donc, voilà. Et pour l'externe, alors, ils en tiennent un peu compte dans ce qu'ils appellent l'oral 1. L'oral 1, en fait, on te donne un dossier d'établissement et tu as une question relativement large. Par exemple, moi, à la grecque, j'ai eu faire réussir tous les élèves je sais plus, c'était un collège, je ne sais plus quel collège. Et du coup, tu dois, en tant qu'enseignant de PS, mais enseignant également dans tout le système éducatif proche ou lointain de ton établissement, montrer comment tu t'y insères, montrer ce que tu veux faire, et du coup, démontrer quelque part d'une conception de la discipline, d'une conception du rôle de l'école que tu as. Et du coup, je pense Mhm. que c'est à travers ça, un petit peu de manière implicite, après au regard des questions posées, qu'ils évaluent la Ouais. motivation à être enseignant, sans poser clairement la question pourquoi vous voulez être enseignant, mais Ok. Faut que ça transparaisse en filigrane dans l'exposé plus sur qu'on un fait. aspect de comment tu conçois la discipline, son rôle, l'école, son rôle, etc. Et je sais pas ce que tu en penses, mais pour l'interne, je pense que dans l'entretien, ils vont aussi valoriser peut-être les enseignants qui sont capables de se remettre en question, même si, puisqu'il y a un entretien, finalement, on peut se dire, souvent il y a des enseignants qui disent, ah bah j'ai raté mon exposé, et donc ils abandonnent au milieu, alors qu'il y a l'entretien qui va suivre. Et moi je dis toujours, dans les questions, déjà plus les questions sont difficiles, plus ça veut dire que vous avez réussi votre entretien parce qu'ils vont aller chercher plus loin pour mettre des points supplémentaires. Et aussi, l'entretien, enfin, il n'y a rien qui est joué finalement. Dans l'entretien, c'est aussi l'occasion de remonter sa note, de se remettre en question, de dire, bah voilà, dans mon exposé, j'ai fait ça, mais avec un petit peu de recul, je me dis que finalement, on aurait pu faire ça ou ça, ou qu'est-ce que tu en Oui, penses? je suis tout à fait d'accord. J'ai même envie de dire que l'entretien est encore plus important que l'exposé. Ok. Si on peut faire un excellent exposé et perdre un nombre de points incroyable sur l'entretien, parce que derrière, c'est creux, il n'y a rien, il n'y a pas d'aspect critique, il n'y a pas de remise en question, on ne va pas chercher plus loin, on campe sur ses positions et voilà, alors qu'on pouvait avoir proposé à l'exposé quelque chose de très très bien, très pertinent. Mhm. Et à l'inverse, on peut avoir proposé quelque chose d'un peu bancal à l'exposé, mais on est capable d'entrer dans une discussion avec le jury, de prendre en compte ce qu'il nous dit pour améliorer notre proposition. Et la note, elle monte Elle monte. aussi vite qu'elle peut descendre. Ok, bon, ça c'est quand Et même bon à prendre, je pense. ça se joue dans C'est les dans deux les deux cas, sens. Donc, les deux ok. sens. Mais c'est Donc, pas ça veut parce qu'on dire a bien que fait son exposé. ouais, à mi-parcours, quand on passe à l'entretien, faut ni baisser sa garde et ni se dire, enfin, ni se dire tout est gagné, ni se dire tout est perdu, Voilà, quoi. exactement. C'est tout commence presque.
C'est qu'on a fait le plus facile, on a parlé tout seul pendant 20, 30 minutes selon les exposés. Maintenant commence vraiment le vif du sujet. Et d'où, je refais la boucle, mais d'où l'importance d'être physiquement éduqué, d'aller jusqu'au bout, parce que quand ça se passe enfin, c'est quand même physiquement, c'est prenant, enfin, c'est fatigant de passer Oui, des entretiens, des épreuves. Donc c'est là où ça va jouer aussi, en fait, finalement, la condition physique. Ok. exactement. Bon, bah c'est génial. Je pense qu'on a réussi à avoir plein, plein, plein d'informations qui seront utiles aux candidats. Mais je m'aperçois qu'il y a quand même vraiment une synergie entre toutes les disciplines et, et bon, ça ne m'étonne pas, mais ça renforce juste mes positions sur ça. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux candidats? Dernière phrase. Ta devise, c'est quoi ta devise dans la vie? Ah, je reviendrai à mon conseil du début qu'il faut pas lâcher et faut pas avoir de regrets. Ok, faut pas avoir de regrets. Très bien. Moi, c'est when there is a will, there is a way. Donc, quand il y a la volonté, il y a les moyens d'y arriver. Bon, ça revient au même, mais pas tout à fait. Chacun sa version.